Bonsoir, bienvenue au Talk Orange de Figaro. Nous recevons aujourd'hui Alain Minc, essayiste, qu'il y a une entreprise de conseil également et que l'on dit également conseiller du président de la République. Pas conseiller, proche, c'est pas proche. Proche et écoutez. Alors tout à l'heure, François Fillon, qui était en déplacement à Épinal, a déclaré qu'il jugeait dangereux d'ignorer les avertissements des marchés dans la crise financière que traversent l'Europe et la France. Il a ajouté que l'État dépensait trop et depuis trop longtemps. Alors, comment expliquer aux Français que désormais, finalement, ce sont les marchés qui nous obligent à aller vers la rigueur? C'est un nouveau concept. Est-ce qu'il ne faut pas un peu de pédagogie? Parce que je croyais que c'était si je peux faire un très mauvais mot d'esprit, le Premier ministre a parlé d'or. Je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les marchés sont brutaux, mal élevés, mal éduqués, mais ils nous envoient des vrais signaux. C'est qui les marchés? Ce ne sont pas trois bons hommes qui, dans un coin, décident de comploter contre l'Espagne. Ce sont les gestionnaires de l'épargne du monde entier, y compris les instituteurs de Californie, les métallurgistes de l'Arkansas ou les fonctionnaires à la retraite britannique. Donc il faut bien voir que ce sont des gens qui essayent de protéger leur argent. Donc ils jugent les divers pays et les divers États. Et je crois qu'il faut intégrer ce paramètre. Il ne faut pas en être évidemment prisonnier, mais il faut toujours l'intégrer. Et je trouve très bien qu'on appelle désormais un chat un chat. C'est un changement de pied parce qu'il y a quelques mois, au moment de la crise financière, les marchés, les spéculateurs, tout ça, ils étaient montrés du doigt de façon assez non, mais ça c'est violente. Non, mais c'est autre chose qui est de la spéculation, qui est des hedge funds qui essayent de déstabiliser des monnaies. Mais c'est vrai que quand on est endetté, quand on a besoin de se financer, il faut bien s'adresser à l'épargne du monde entier. Et pour qu'elle vienne vers vous à un prix raisonnable, il faut que vous inspiriez confiance. Et pour l'instant, et je pense durablement, la France inspire confiance. Il faut bien voir que la France se finance à peine plus cher que l'Allemagne, se finance moins cher que le Royaume-Uni, se finance dans des conditions exceptionnelles. Elle a, comme on dit dans ce jargon, son 3A. Voilà, 3 étoiles, c'est l'équivalent des 3 notation. étoiles du guide Michelin, si vous voulez. Voilà. Ça aussi, c'est un vocabulaire. Ça aussi, les Français doivent apprendre à... Alors, les agences de notation peuvent appeler certainement des critiques, mais ce sont comme le guide Michelin. Et alors, nous sommes dans le guide Michelin des marchés, nous sommes un 3 étoiles. Et le risque de dégradation n'est pas à prévoir, n'est pas possible. Parce que l'autre jour, le ministre du Budget, François Baron, a eu des propos ambigus. Il est revenu dessus, mais bon, c'était une maladresse. C'est un lapsus linguae, comme on dit, bon. On disait quand j'étais jeune. Donc écoutez, la réforme des retraites, d'une part, et d'autre part, les décisions en matière budgétaire, y compris l'intention de marquer dans la Constitution le principe d'une évolution vers l'équilibre, montrent que la France prend son problème à bras-le-corps. Donc je ne pense pas qu'elle soit menacée. Évidemment, si un jour on ramenait la retraite à 60 ans après avoir mis fin à l'âge légal de la retraite, là, je crois que le 3A serait en effet menacé. Alors, question peut-être bête, simpliste, mais comment peut-on concilier dans un même temps garder un semblant de reprise et mener des mesures d'austérité, puisque vous faites la naïve, parce que vous savez bien que c'est la question la plus difficile, donc elle est tout sauf bête. Je crois que c'est pour ça qu'il faut prendre des engagements qui sont très contraignants à long terme, mais sans donner un coup de frein immédiat trop brutal. Donc quand vous touchez aux retraites, vous réglez une partie de votre problème de long terme. Quand vous entrez dans une logique de réduction des déficits et avec une obligation constitutionnelle, vous êtes dans une logique de long terme. Mais en revanche, il est clair que la reprise est tellement fragile et toutes les institutions internationales le disent, le FMI, l'OCDE, il ne faut surtout pas donner un coup de frein trop brutal parce que là, on retomberait dans la récession. Donc c'est vrai qu'il faut à la fois appuyer sur le frein fortement et appuyer en même temps sur la pédale. Bon, c'est un équilibre complexe. Alors, appuyer sur le frein, est-ce qu'on peut y arriver, c'est-à-dire réduire les dépenses? Est-ce qu'on peut y parvenir uniquement en réduisant les dépenses sociales ou en gelant la dotation des collectivités, comme il a été indiqué ce matin à nouveau par le Premier ministre? Est-ce que l'augmentation des impôts, quand même, n'est pas inévitable? Moi, j'ai une conviction, c'est que le vieux monde, c'est-à-dire les États-Unis et l'Europe, parce que la France, c'est rien, c'est un canton de ce monde-là, sera obligé en effet d'augmenter les impôts et je suis convaincu, mais c'est une conviction totalement personnelle, que les 27 décideront un jour, quand la reprise sera revenue, une hausse de TVA.
décidé à l'échelle de l'Europe, mais dévolu à chaque budget national. En effet, on n'y échappera pas. Mais les Américains regretteront ce jour-là de ne pas avoir une TVA, parce que c'est un impôt qui est quand même efficace, et l'expérience allemande a montré, les Allemands, pourquoi sont dans une situation en apparence aussi sérieuse? Madame Merkel a augmenté la TVA de 3%. Dans les schémas économiques antérieurs, ça provoquait des récessions et de l'inflation. Ça n'a provoqué ni récession ni inflation. L'économie contemporaine est plus compliquée qu'elle ne l'était. Voilà, mais il ne faut pas le faire maintenant. Mais je crois que ça arrivera. On pèsera sur les dépenses et on augmentera quelques impôts. Et surtout, on réglera des contraintes à long terme, dont la plus lourde est évidemment les retraites, avec l'évolution de l'espérance de vie. Je vous donne un chiffre que je trouve qu'on ne cite pas assez. Quand François Mitterrand a mis la retraite à 60 ans, l'espérance de vie était inférieure de 7 ans à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, au sens même des droits donnés par François Mitterrand, il faudrait faire 67. Je ne crois pas qu'on fera 67, et je pense qu'en plus, les Français ayant fait plus d'enfants que les autres Européens, si on tourne autour de 63, ce sera très bien. Ça vous a choqué que certains socialistes grimpent comme ça au cocotier parce qu'on a touché à la statue du commandeur, parce que Nicolas Sarkozy a osé dire que François Mitterrand n'avait pas fait que des bonnes choses en matière économique? Oh, c'est un jeu de rôle, je veux dire. Si les socialistes lançaient quelques fléchettes sur la statue du général de Gaulle, l'UMP serait choqué. Mais c'était une critique d'ordre politique que je trouvais tout à fait naturel de faire. Parce que c'est vrai que... Mais il faut se remettre dans les conditions de l'époque. Après 23 ans d'opposition, enfin, il y avait un prix de l'alternance à l'époque. Et aujourd'hui, il y a le prix de la raison. Alors, le gouvernement devrait annoncer prochainement une réduction drastique du parc automobile de l'État. Bon, on voit bien la mesure symbolique, montrer qu'au sommet de l'État, on se serre la ceinture aussi. Néanmoins, et on voit qu'il y a beaucoup de questions d'internautes d'ailleurs qui reviennent souvent sur ce sujet, on trouve que les dirigeants, l'élite, les élus ne montrent pas assez l'exemple. Est-ce que vous trouvez vous aussi que c'est démago, par exemple, que les ministres baissent leur salaire? Ça serait vraiment démago. Écoutez, je pense que ce qui est vrai avec 2,5% de croissance ne l'est plus avec 2,5% de récession, ce qu'on a connu en 2009. Donc il y a des gestes symboliques qui concernent les ministres aussi bien qu'un prélèvement fiscal, entre guillemets, comme on dit, sur les riches, qui dans un contexte comme celui d'aujourd'hui s'impose simplement comme signe de solidarité. C'est pas avec ça qu'on remplit le trou. Mais un pays a besoin de signes de solidarité, voilà. Donc il faut que chacun apporte son obol à cela. Mais moi j'attends, moi qui suis un privilégié, j'attends de payer un supplément d'impôt avec enthousiasme. Très bien, on le note. Alors, le Parlement vient d'adopter définitivement le collectif budgétaire qui autorise le plan de sauvetage de l'euro. Et il y a 2 jours, Jean-Claude Trichet, le patron de la BCE, a annoncé dans une indifférence assez générale qu'il était pour une fédération budgétaire européenne. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, chacun joue avec ses propres mots. Dieu sait si j'ai de l'admiration et de l'affection pour Jean-Claude Trichet, je pense qu'il ne fallait pas employer le mot fédération. Je pense qu'il faut aller vers un mécanisme de coordination et qu'on va y aller et que les Allemands vont l'accepter. De ce point de vue, les Allemands viennent à la position française, mais il ne faut surtout pas que les Français triomphent trop. Mais, il faut avoir le triomphe modeste, en l'occurrence. Mais c'est la position française qui est en train de prévaloir. C'était la position française depuis le début de l'euro. C'était la position sous Lionel Jospin, ça l'était sous Jacques Chirac et ça l'est sous Nicolas Sarkozy. Et ça veut dire que les États membres peuvent garder une autonomie budgétaire, une politique budgétaire qui leur est propre? Je trouve que ce qui importe, c'est que l'équilibre global soit coordonné pour ne pas mettre en risque la construction européenne. Mais qu'en revanche, l'allocation des dépenses ne relève évidemment que des États. Mais le niveau du déficit est une question globale. Cela dit, à propos de l'approbation du plan sur l'euro, je trouve qu'on ne relève pas assez que le plan sur l'euro a été voté très facilement dans les 16 États. Et je crois me souvenir que le premier plan de sauvetage des banques américaines avait été refusé par la Chambre des représentants. Donc il faudra se faire à l'idée que l'Europe avance, alors avec une démarche pataude, elle avance en crabe, mais elle avance et à certains égards mieux, plus vite et plus intelligemment que ces États-Unis qu'on ne cesse de vanter. Alors une question à celui qui est plus l'ami que le conseiller Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous avez encore un doute sur le fait qu'il puisse se présenter en 2012 ? Écoutez, je n'ai pas l'impression qu'il a un tempérament à déserter le champ de bataille, ça serait assez surprenant. Et à votre avis, qu'est-ce qui pourrait être le trait dominant d'une campagne future ?
Pour moi, la meilleure deuxième campagne qui ait jamais été menée, c'est la campagne de Tony Blair en Angleterre. Et Tony Blair a dit aux Anglais, voilà ce que j'ai fait, mais il faut que vous me gardiez parce que j'ai oublié de faire 5 choses. Et donc je vais vous faire les 5 choses qu'il a faites, en particulier la relance à l'époque du service public. Et donc voilà, je crois qu'il faut assumer ce qu'on a fait en disant mais j'ai pas eu le temps de tout faire, d'ailleurs je suis pas rééligible puisque la Constitution a été changée, donc il y a 3-4 trucs avant de partir je vais faire pour vous. Alors, on vous présente souvent comme un faiseur de roi dans les médias. C'est peut-être une étiquette qui ne vous plaît pas, enfin qui est néanmoins réelle. Alors, selon vous, votre pronostic sur la présidence de France Télévisions? Je ne vous dirai, vous ne ferez pas boire un vieil âne. Et au Monde, alors là où vous êtes partie prenante, est-ce que... Non, je ne suis pas partie prenante. J'ai des proches amis. Je suis très proche d'un groupe international que j'avais fait entrer au Monde qui regarde. Je ne sais pas. Écoutez, j'espère que le Monde... Maintenant, j'ai la certitude que le Monde sera sauvé. J'espère qu'il sera sauvé de manière professionnelle, transparente et incontestable. Vous n'avez pas de préférence entre... Si, je pense que le Monde a besoin d'être sauvé par des professionnels de la presse. D'accord. Donc, ce qui exclut, par exemple, des équipes comme celle constituée par Mathieu Pigasse, Pierre Berger. Je pense que les problèmes du Monde sont tellement sérieux que le Monde a intérêt à être dans un univers ou un bain de presse, y compris pour avoir ce que dans le langage du business on appelle des synergies. Or que je sache, on n'a pas des synergies financières, on a des synergies avec des industriels du métier. Très bien. Merci Alain Minc et on se retrouve demain pour une nouvelle édition du Talk Orange Le Figaro. Au revoir.